Nous sommes vendredi 4 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, un communiqué du président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Merci infiniment. J'ai l'insigne honneur au nom des plus hautes autorités du Mali de délivrer le présent communiqué du président de la Confédération des États du Sahel, AES. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel, AES, après consultation de leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, a décidé de tenir la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, en décembre 2025 à Bamako. Fait à Bamako le 4 juillet 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, monsieur le ministre. Je vous le disais, l'invité de cette édition est le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassou Koulibaly. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Mme Issa. Alors, vous avez publié aujourd'hui les résultats du concours de la fonction publique. Quel est l'effectif qui a concouru? Merci, Mme Ouattara. Je suis là ce soir, comme vous venez de le dire, pour informer l'opinion publique de la fin du processus d'organisation des concours directs de recrutement de la fonction publique, exercice 2024. Nous avons effectivement fini les travaux et les résultats ont été publiés ce soir vers 18h30 au centre des concours de la fonction publique au quartier du Fleuve. Pour 58 075 candidats qui ont postulé au concours de cette année, nous avons 746 admis sur 773 postes à pourvoir. Donc voilà un peu les résultats qui ont été obtenus ce soir. Et vous vous rendrez compte qu'en faisant le différentiel, qu'il y a au moins 27 postes qui n'ont pas été pourvus. Et pour continuer dans le même registre, nous avons, à la suite de la vérification des diplômes, nous avons eu 11 faux diplômes qui seront transmis effectivement aux autorités judiciaires pour engager des poursuites contre les intéressés comme nous l'avons fait pour le concours passé. Et sur les 746 admis, nous avons 414 hommes contre 332 femmes. Donc c'est pour dire que les femmes aussi continuent aujourd'hui effectivement à occuper leur place dans les concours de la fonction publique. D'accord. Et un concours propre, on peut dire. Et quelles sont les dispositions prises en amont pour assurer justement la fiabilité et éviter les fraudes? Merci bien, Mme Ouattara. La transparence du concours de la fonction publique est de mise. Nous l'avons dit depuis les derniers concours qui ont été annulés, qui ont été réorganisés. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont permis effectivement d'assurer la transparence et l'équité des jeunes diplômés devant l'emploi public, tel que stipulé dans notre constitution du 22 juillet 2023. Alors, en termes d'innovation, qu'est-ce que nous avons apporté comme innovation pour apporter la transparence dans le processus d'organisation du concours? D'abord, nous avons revu l'arrêté qui fixe les règles d'organisation du concours pour corriger les insuffisances. La première insuffisance que nous avions constatée à l'époque, c'était le choix de la transmission des sujets. Donc nous avons changé ce choix. Aujourd'hui, le sujet n'est plus transmis entre plusieurs mains. C'est une commission restreinte composée d'enseignants donc qualifiés qui vont recevoir directement donc les sujets, qui viennent aussi des enseignants qui ont été désignés directement par les écoles et universités, qui viennent déposer directement le sujet entre les mains donc de cette commission restreinte. Ensuite, nous avons durci les conditions de surveillance donc dans les salles d'examen, parce que la réussite d'un concours ne dépend pas seulement de la correction, mais aussi de la surveillance des épreuves. Donc nous avons cette année fait en sorte que les candidats, quand ils rentrent dans la salle, tout le monde est fouillé. Tout le monde est fouillé pour assurer effectivement la transparence également du dispositif à ce niveau. Une fois les copies disponibles,
Nous avons aussi introduit une innovation. C'est quoi? C'est le classement et la codification des copies. Parce qu'avant, les copies n'étaient pas codifiées. Les copies, l'entête était juste simplement collée et puis c'était très aléatoire. Mais on a codifié maintenant et à partir de cette codification, la correction se fait sous codification. Les notes sont portées sous codification. C'est au moment de l'admissibilité qu'on ouvre la codification, qu'on libère les codes et en ce moment, on peut savoir quels sont les admissibles. C'est là qu'intervient également la vérification des diplômes au niveau des établissements publics et instituts qui ont délivré ces diplômes-là. C'est pourquoi nous avons décelé cette année 11 faux diplômes. Et ces faux diplômes, je vous le dis, seront transmis comme nous l'avons fait l'an passé. Donc l'an passé, nous avons eu 44 faux diplômes et ces faux diplômes ont été transmis au pôle économique et financier. Cette année également, ce serait le même cas pour que les gens sachent que seule la transparence paye. Donc ça, c'est les innovations que nous avons introduites, mais ce n'est pas fini, parce qu'une fois que le résultat est disponible, et il y a la possibilité de réclamer. Les candidats ont la possibilité de réclamer les notes, ils ont la possibilité de réclamer les copies par voie d'ici. Donc, voilà un ensemble de processus qui permet à n'importe qui de savoir que le processus donc, est transparent. Ce n'est pas fini, parce qu'il y a une innovation. Cette innovation, c'est quoi? Vous allez constater que les résultats sont affichés avec les moyennes. Donc, ça ne se faisait pas. Donc, nous affichons les résultats avec les moyennes devant les noms. Donc, vous savez combien vous avez eu comme moyenne. Donc, en ce moment, il est plus facile de savoir si vous devez passer ou vous ne devez pas passer en fonction du rang que vous avez occupé dans la liste des admis. Donc, voilà un peu un ensemble d'innovations que nous avons introduites pour assurer la transparence donc, des concours. Et un concours, c'est vraiment des ressources humaines de qualité que nous recherchons. Aucun pays ne peut se développer sans des ressources humaines de qualité. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la transparence et l'équité. Et pour terminer, quel appel avez-vous lancé? Merci, madame. L'appel que nous lançons, je crois que je l'avais dit dans Malekura Tassira il n'y a pas longtemps, c'est que il ne faut plus que les jeunes diplômés aient peur de participer au concours de la fonction publique. Parce que c'était le cas. Les gens disaient les dés sont pipés à l'avance. Ce n'est plus le cas. Les dés ne sont plus pipés à l'avance. C'est transparent tel que je viens de l'expliquer. Chacun peut accéder à ses notes. Chacun peut vérifier ses copies s'il le souhaite. Donc aujourd'hui, le processus est transparent. Et je pense que le concours passé, dont les résultats viennent d'être publiés ce soir, nous donne la preuve que le processus du concours est transparent. Donc j'invite les jeunes diplômés et leurs parents à faire confiance au processus du concours de la fonction publique et à ne plus avoir peur de faire ce concours-là. Vraiment, c'est l'équité et la transparence telle que ça a été stipulé dans notre Constitution. Donc l'égalité des citoyens devant l'emploi public, tel est notre credo et nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Merci bien, Monsieur le Ministre. Fin de la visite de 4 jours du Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation en Espagne. Le général de division, Abdoulaye Maïga, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Séville. Le Premier ministre a pris part aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le chef du gouvernement était accompagné par 3 membres du gouvernement, la conseillère diplomatique du chef de l'État et quelques membres de son cabinet. Il a, au nom du président de la Confédération de l'AES, porté la voix de l'espace et accordé des audiences à certains partenaires. À son retour, il a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement. Quelques heures après son arrivée à Bamako, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions, Abdoulaye Maïga, a reçu au nom du président de la transition les présidents et directeurs généraux du Conseil des chargeurs de l'espace AES élargi au Tchad. Ils sont venus donner au Premier ministre les conclusions de la rencontre sur l'harmonisation des textes qui vient de se tenir à Bamako. Le Premier ministre les a félicités pour l'initiative et les a encouragés à poursuivre les efforts. Nous vous proposons d'écouter le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, Dr Kassoum Traoré, des propos recueillis par Mamari Kone et Aliou Touré. Nous avons, durant 3 jours, discuté d'un certain nombre de questions concernant notre espace. Il s'agit en l'occurrence d'abord de pouvoir revisiter les textes des différents conseils des chargeurs, ensuite discuter donc des différents accords en matière de transit et de transport que nous avons signés avec les pays de transit, en l'occurrence les pays côtiers, et également les mêmes accords qui ont été signés entre nous au niveau de l'AES. Donc, suite donc aux discussions, nous avons souhaité justement que nous puissions harmoniser
nos textes, toute chose qui permettra donc de pouvoir agir ensemble pour pouvoir faciliter l'approvisionnement donc de notre espace. Il a aussi été noté que nous puissions également au niveau de notre espace faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises. Donc ensemble nous devons vraiment veiller à lutter contre les tracasseries, les paiements indus justement par nos chauffeurs et tout ce qui en tout cas entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises. Nous avons également souhaité que les autorités, le Premier ministre puisse nous accompagner pour pouvoir réaliser une plateforme logistique et de transport dans les pays de transit, surtout pour les 3 conseils, que nous puissions le réaliser donc ce projet ensemble dans tous les pays justement où nous transitons, nous faisons transiter nos marchandises pour notre espace. Donc au finish, il faut dire que cette réunion a été, en tout cas, a pu dégager des recommandations. C'est ces recommandations que nous avons portées donc au Premier ministre et demandé vraiment son accompagnement pour la mise en œuvre. Il a en tout cas souhaité que nous puissions rester résilients et continuer le combat, resserrer les coudes pour que au finish nous puissions retrouver justement la paix dans notre espace. Fin du sommet des adolescents et des jeunes de l'AES. 300 adolescents et jeunes venus de l'espace AES du Tchad et du Togo s'y sont concertés du 1er au 3 juillet à Bamako. Après 3 jours de réflexion, ils ont formulé des recommandations qu'ils ont remises au ministre en charge de la jeunesse et de la promotion de la femme, de l'enfant pour les 3 présidents de l'AES. On en sait plus avec Mohamed Namakita et Sidi Moribo Dambili. 8 recommandations, c'est ce qui ressort des 3 jours de rencontres des adolescents et jeunes de l'espace AES du Tchad et du Togo. Les participants à ce sommet de Bamako ont adopté une feuille de route, mis en place des commissions ad hoc. Nous vous avons parlé sans détour des blessures laissées par les conflits, des défis liés à l'accès à l'éducation, à la santé, à la paix, mais aussi de nos rêves communs. Celui d'une jeunesse instruite et engagée. D'un Sahel où les écoles restent ouvertes malgré les tempêtes. D'un espace AES où chaque adolescent et chaque jeune fille comme garçon trouve sa place, sa voix et sa dignité. Nous avons échangé, débattu et surtout élaboré ensemble une feuille de route forte portée par 11 recommandations majeures. Notre génération refuse d'être un simple sujet de discours. Nous voulons être des acteurs engagés au cœur des politiques publiques et des décisions qui façonnent notre avenir commun. Le ministre en charge de la jeunesse et son collègue de la promotion de la femme et de la famille saluent le travail abattu par les participants durant les 3 jours et les rassurent. Tant que les recommandations que vous avez formulées, tant que les discours, le communiqué que vous avez lus ne sont pas transformés en actes et en actions concrètes pour nos États, cela ne sert absolument à rien. Dans le cadre de ce sommet des adolescents et des jeunes de l'AES, lorsque nous avons été reçus par le président Tchani, il a dit qu'ils attendaient impatiemment que ce document soit sur la table des différents présidents, pour que ces documents soient considérés comme des feuilles de route pour nos départements ministériels. Je vous rassure que le plan d'action qui va sortir des recommandations des États généraux prendront en compte les préoccupations des enfants, des femmes et des familles du Mali. Et dans les familles du Mali, les jeunes s'y retrouveront. Le sommet de Bamako aura comblé les attentes. Le rendez-vous est pris pour juillet prochain au Niger.
La place de la Confédération des États du Sahel a vibré hier soir au rythme d'un événement historique, le lancement officiel de la caravane citoyenne du bus de la Révolution, une initiative ambitieuse qui vise à renforcer la solidarité, la démocratie et le développement dans la région sahélienne en mobilisant les citoyens autour d'un projet commun de changement et d'espoir. Reportage Moussa Kamara. À vous les assistants du chauffeur, ayez les yeux bien écarquillés. Une caravane de la révolution citoyenne dans le Sahel porteuse d'un message d'unité et de renouveau. La caravane s'étendra sur un parcours frontalier de plus de 1500 km à travers 9 villes des 3 pays de l'AIS, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nos autorités ont montré un chemin à suivre aujourd'hui. Et ce chemin-là, je pense qu'il est à nous de suivre ce chemin. Il est à nous de nous dire, il y a un pas qui est fait et il est à nous de continuer dans ce sens-là. Nous avons comme première étape le Mali et comme première activité, c'était d'abord de pouvoir concrétiser le bus de la Révolution. Nous avons prévu de faire des dialogues que nous appelons les assises citoyennes. Nous avons visé les grains ici au Mali, nous allons viser les QG et les FADA au Niger. L'objectif, c'était de discuter tout autour des thématiques en lien avec la jeunesse. Ce bus de la Révolution est une initiative innovante de l'Alliance des États du Sahel, visant à faciliter la mobilité, à encourager l'intégration régionale et à stimuler le développement économique. Je vous salue les sages. Merci de toujours appeler à la raison et à la réflexion. Ce lancement de la caravane citoyenne du bus de la Révolution constitue une lueur d'espoir pour les peuples de l'espace AES. C'est vraiment un projet innovant qui donne beaucoup d'espoir à la jeunesse du Sahel. C'est maintenir debout, surtout, asseoir la souveraineté de l'AES, avoir l'unité sociale et surtout l'éveil de conscience de la jeunesse. La durée du projet de la caravane citoyenne du bus de la Révolution est de 2 mois. Les initiateurs entendent travailler avec les artistes des villes visitées. Sans raison de contradiction. Signature hier au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur d'un accord de financement des nouveaux projets sur le renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte entre la FAO et le gouvernement nigérien. Cet accord d'un montant de 222 millions de dollars vise à renforcer la résilience des 8 pays concernés face aux aléas climatiques tout en créant des opportunités économiques des populations. C'est en présence du ministre de l'Environnement et celui de la Justice assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères et de plusieurs invités. Compte rendu Aminatou Dangalou et Askou Djibrila. À travers cet acte, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le gouvernement nigérien viennent de signer un accord d'un nouveau projet sur le renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte. Le projet fait partie d'un programme global qui appuie la Grande Muraille Verte au Sahel, regroupant le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Sénégal, pour un montant de 222 millions de dollars américains, dont 150 millions de dollars du Fonds vert climat et 72 millions de dollars de cofinancement de la FAO et des pays bénéficiaires. Globalement, le projet Suragua va récupérer un peu plus de 1,2 million d'hectares de terre, appuyer certaines chaînes de valeur au profit de 5,7 millions de personnes. Au niveau national, nous pouvons saluer la restauration de plus de 265 000 hectares de terres dégradées grâce à des pratiques durables et résilientes. La promotion des chaînes de valeur autour des produits forestiers non ligneux. La création de plus de 700 pépinières communautaires et l'implication active des communautés dans la gestion des semences locales. La réduction de plusieurs tonnes de CO2 équivalent sur toute la durée du projet. Ces partenariats qui viennent d'être scellés visent à appuyer techniquement et financièrement le Niger et les autres pays concernés. Une signature porteuse d'espoir pour un Sahel plus vert, plus fort et plus durable.
Au Burkina Faso, quelques heures après l'adoption des décrets portant redécoupage et changement de nom des régions, le gouvernement a rencontré les hommes et femmes des médias avec le ministre porte-parole du gouvernement à ses côtés. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité a présenté la nouvelle configuration et donné les raisons d'adoption des deux décrets. Les enjeux et les défis sont également présentés lors de cette conférence de presse. Franck Ouedraogo et Hahadi Sandaba pour plus de précisions. Deux ministres pour présenter et expliquer aux hommes et femmes de médias la nouvelle configuration administrative adoptée hier à la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. À l'affiche, la nouvelle carte du Burkina Faso avec ses 17 régions et ses 47 provinces. Ce nouveau découpage permettra une meilleure couverture des services publics, réduira l'inégalité régionale et facilitera la réponse de l'État aux besoins des populations. Un maillage du territoire pour mieux faire face aux enjeux et défis du moment. Une nécessité partagée par les populations, souligne alors le conférencier. Selon le rapport général de l'Assemblée législative de transition, plus de 69% des participants ont adhéré à l'idée d'un nouveau découpage administratif. Cela traduit une forte attente citoyenne et une volonté collective de rapprocher davantage l'administration des administrés. En outre, la dénomination des entités régionales n'avait pas suffisamment pris en compte les réalités socio-culturelles et linguistiques du pays, d'où ce changement. Mieux, les nouvelles provinces ne restent pas en marge de cette dynamique et cette réorganisation permet également de rectifier certaines erreurs. Les rectificatifs, les correctifs concernent Cossin, qui a un sens au pied ou le pied de la rivière, c'est-à-dire Cossin. Ça avait été écrit Kossier, il fallait donc le rectifier. Pareil pour Sandbong-Tenga, qui est un éponyme tiré du fondateur du canton de Sandbong-Tenga. Le premier découpage post-colonial du territoire national date de janvier 1963. Par la suite, diverses réformes ont façonné l'architecture territoriale, aboutissant ainsi à la configuration actuelle composée de 13 régions, 45 provinces et 350 départements. Une organisation qui a malheureusement montré ses limites avec le contexte actuel du Burkina Faso, précise le gouvernement.